Le ciel de Champagne, à Reims, un hommage de pierre à l'héroïsme des tirailleurs africains pendant la Grande Guerre. Quand on passe devant, on ne sait pas ce que c'est. Donc moi j'aimerais qu'un jour, lorsque les enfants passent, ils puissent dire « Papa, maman, c'est quoi ce monument ?» qu'on puisse en parler. En 1918, les tirailleurs africains défendent la ville de Reims contre les Allemands. En leur honneur, un monument de bronze et de granit, identique à celui de Bamako, est érigé. Détruit par les nazis en 1940, il ne sera jamais reconstruit. Un mémorial plus simple le remplace en 1958. Les Allemands ont enlevé ce monument à la fois pour récupérer le bronze, mais surtout parce qu'il avait une valeur symbolique, que les Allemands donc avaient été battus en 1918 par des Noirs et ils ne pouvaient pas le supporter. Si on en parle sans le voir, on ne peut pas comprendre. C'était un monstre pour moi, ce monument. Vraiment, il était énorme. Entre les tombes des cimetières militaires, Cheikh Sakho, un Sénégalais de Reims, se bat pour que redevienne visible par tous le souvenir des héros de la Force Noire. De 1940 à 1958, plus rien ne rappelait aux habitants de Reims le sacrifice des soldats d'Afrique, rien que quelques stèles parmi les croix blanches des nécropoles. Un trou dans la mémoire collective furtivement comblé à l'heure de la décolonisation par un mémorial sans visage, plus conforme aux conditions psychologiques de l'époque, selon le mot d'un général français. Détruire ce monument que je ne saurais voir, parce que pour eux c'était quand même la honte suprême d'avoir été battu en 18 par ces sous-hommes. Il ne faut pas l'oublier. Et je pense que dans la mémoire nationale, il serait bon aussi de tenir compte de ce fait-là. Deux anniversaires, les 150 ans des tirailleurs africains, les 90 ans de l'armistice de 1918, offrent aujourd'hui deux occasions de rendre à la ville de Reims son monument aux Noirs. Le moule existe toujours, il est à Fréjus, au musée des troupes de marine. Manque encore l'argent du projet pour que les âmes errantes de la Force Noire retrouvent enfin le chemin de la mémoire collective des habitants de Reims. Éric Deroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chercheur, spécialiste de l'histoire coloniale. Donc on le voit dans ce reportage, c'est un pan de l'histoire du début du siècle dernier qui reste extrêmement méconnu. Absolument. Des centaines de milliers d'hommes sont venus, que ce soit en 14 ou en 1940. Et c'est vrai qu'au moment des décolonisations, on a un petit peu tout oublié. Alors cette force noire, quelle était-elle ? Alors, ce qu'on a appelé la Force Noire, en réalité, regroupait les tirailleurs recrutés en Afrique noire, essentiellement dans ce qu'on appelle l'Afrique équatoriale et l'Afrique occidentale française et Madagascar. Alors, on parle des tirailleurs sénégalais, mais ils n'étaient pas tous sénégalais. Alors, le terme est générique parce qu'il a été créé par Faidherbe en 1857 au Sénégal. Et puis très vite, à chaque conquête coloniale, on créait des unités à qui on donnait le nom des régions qu'on conquérait. Alors tirailleurs soudanais, haoussa, gabonais. Et pour rationaliser le tout, en 1900, on a décidé de leur redonner le titre générique de Sénégalais à cause de leurs origines. Mais très vite, le recrutement va déborder très très largement ces frontières. Et par exemple, lors de la Première Guerre mondiale et encore davantage lors de la Seconde Guerre mondiale, elle concerne des tirailleurs issus des pays qui sont aujourd'hui davantage le Mali, le Burkina ou le Tchad. Alors quel était le rôle en fait à ces contingents ? Est-ce qu'ils avaient un rôle particulier ? Non, il faut toujours, lorsqu'il s'agit de traiter des tirailleurs sénégalais en particulier, voir de ce qui est de l'ordre de la mythologie, de ce qui est de l'ordre des réalités. Alors il y a eu des tas de fantasmes sur la force noire, chair à canon, soldats noirs qu'on engageait en première ligne à la place des unités françaises. Non, ça c'est faux. En revanche, on a longtemps cru que ça formerait, comme on l'avait vu en Afrique d'ailleurs, des unités de rupture, de choc, d'assaut. Or, la guerre s'est révélée une guerre d'usure, s'est révélée une guerre industrielle, c'est une guerre d'artillerie, dans laquelle très vite on s'est aperçu que ces hommes-là n'auraient pas le rôle qu'on imaginait. Et donc, on va petit à petit les mélanger à des unités métropolitaines, des bataillons mixtes, et leur faire finalement faire la guerre que tous les autres soldats français font. Alors, que sont-ils devenus une fois rentrés au pays ? Alors, une fois rentrés au pays, il y a eu environ donc 130 000 hommes qui sont venus d'Afrique noire combattre non seulement en France, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait un théâtre d'opération dont on ne parle jamais, qui était très dur pour eux, qui était le front d'Orient, la Macédoine, les Balkans. C'était très dur. Évidemment, on a fait des tas de promesses aux tirailleurs parce que le recrutement tarissait. Il y a eu des révoltes au Burkina Faso, donc ce qu'on appelait à l'époque la boucle de la Volta. Il y a eu des régions entières qui, pendant un an, ont tenu, on dirait le maquis aujourd'hui, parce qu'elles refusaient l'enrôlement massif, l'enrôlement forcé.
Et Blaise Diagne, premier député noir du Sénégal, a été à la tête d'une commission chargée de recruter avec un slogan « En versant le même sang, vous gagnerez les mêmes droits ». Alors le gouvernement avait fait pas mal de promesses, en particulier les promesses d'égalité sur le plan de la citoyenneté. Faut pas oublier que les habitants de l'Empire étaient sujets français, non pas citoyens français, donc un statut de droit totalement différent. Et il est clair qu'un certain nombre de ces promesses n'ont pas été tenues. Et ça a suscité, même si on a respecté, bien sûr, on a versé les pensions, on a versé les retraites, on a offert un certain nombre de petits métiers, ces petits métiers d'administration coloniale aux anciens combattants, mais c'est vrai que l'essentiel des promesses n'a pas été tenu, et je pense, et les historiens pensent, que ça a été un des creusets dans lequel a commencé à se forger une réflexion africaine vers l'émancipation. Alors il y a une réflexion plus générale aussi autour de cette période, c'est-à-dire que du statut de héros, ils sont passés au statut de victime, tous ces anciens combattants. Oui, parce que on les a héroïsés à outrance, évidemment. Je dirais quelque part que l'héroïsation est moins compliquée à faire que l'égalité, est moins compliquée à offrir que l'égalité. Donc c'est vrai qu'on a rendu hommage à tous ces hommes. On l'a vu, on leur a créé un monument à l'Armée Noire. Il y a eu d'autres encore. Pour les Maghrébins, on a créé la mosquée de Paris, qui est quand même créée en 1926 pour rendre hommage aux tirailleurs musulmans morts pour la France. Et puis, au moment des indépendances, on a évidemment les deux discours, les discours anticolonial ou toujours philo-colonial, ont complètement préféré oublier cette période-là. Et les tirailleurs se sont révélés dans notre mémoire il y a environ une quinzaine d'années, à travers le scandale de leur pension qui était figée depuis 1960. C'est-à-dire qu'au moment des indépendances, on a cristallisé, c'est-à-dire qu'elle n'évaluait plus, ce qui fait qu'un combattant africain touchait 20 à 30 à 40 fois moins que son camarade de combat français. Donc là, c'est là qu'on est un petit peu passé dans la victimisation, qui a encouragé aussi des discours souvent excessifs, qui étaient davantage produits de la mythologie coloniale que de la réalité historique. Merci beaucoup, Éric Duroux, pour cette analyse. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La Force Noire, gloire et infortune d'une légende coloniale, paru aux éditions Talandier, et également L'illusion coloniale, paru chez le même éditeur. Merci. Le Cambodge a encore fait un grand pas cette semaine dans l'accomplissement de son devoir de mémoire en arrêtant 2 anciens dirigeants Khmer Rouge, Ieng Sary et son épouse Ieng Thirith. Le gouvernement cambodgien et l'ONU ont mis en place